vers une réorganisation territoriale intégrée. Les conséquences de l'urbanisation au Panama et ce qu'il faut en penser. Situé là où les océans Pacifique et Atlantique se touchent presque, séparés comme ils le sont à cet endroit par un mince espace de terre reliant les continents de l'Amérique du Sud et du Nord, la République de Panama devient chaque jour plus importante comme carrefour maritime et aérien et comme centre international pour la finance et le tourisme. La République de Panama est un des plus petits pays en Amérique, avec une superficie de 77 082 km² et une population de 1 600 000 habitants. Avec la découverte de l'isthme de Panama en 1503, sont nées les premières colonies espagnoles. On a vite reconnu le potentiel de l'endroit comme une importante route. Dès 1527, on parlait de construire un canal. La construction d'un chemin de fer en 1850 a relié les villes de Panama sur le Pacifique et de Colón sur l'Atlantique. En 1880, les Français ont entrepris la construction d'une route maritime entre l'Atlantique et le Pacifique, mais d'innombrables difficultés les ont forcés d'abandonner après 7 années d'efforts. En 1904, les États-Unis ont pris en main la construction de la voie maritime et le canal de Panama a été ouvert à la circulation en 1914. Cette merveilleuse réussite a marqué le début d'une nouvelle période dans la navigation mondiale et a précipité la croissance des villes terminales de Colón et de Panama. Cependant, le canal a peu contribué au développement économique et social du reste du pays. En 1903, le traité du canal de Panama a établi une zone de chaque côté du canal, d'une superficie totale de 1432 km², qui devait rester sous la juridiction des États-Unis. Cette zone divise le pays et empêche la croissance normale de la région métropolitaine. Elle gêne aussi les communications normales entre Panama et Colón et le reste du pays. Le gouvernement des États-Unis avait prévu des difficultés. En 1904, John Hay, le secrétaire d'État d'alors, avait écrit « Dès que le Sénat l'aura ratifié, nous aurons un traité extrêmement satisfaisant, très avantageux en ce qui concerne les États-Unis, et de quelque façon que nous le regardions, pas très avantageux en ce qui concerne le Panama. Nous savons très bien qu'il y a un certain nombre de points dans le traité auxquels s'opposera tout patriote panamien. » La structure politique et administrative de la zone du canal est unique au monde. Les conditions socio-économiques de ses habitants contrastent fortement avec celles des habitants du reste du Panama. Les installations commerciales en opération dans la zone du canal ont constamment empêché le développement normal de l'économie nationale. Les principaux ports de la région métropolitaine se trouvent dans la zone du canal. Actuellement, le Panama n'a pas accès directement à ces ports et ne reçoit donc pas du canal des bénéfices adéquats.
Depuis le commencement, les conditions de ce traité ont été un obstacle au développement normal du pays. La ville de Panama est la seule capitale au monde qui soit physiquement restreinte dans son propre territoire par une juridiction étrangère. Cette restriction l'a forcé de croître d'une façon linéaire, ce qui a considérablement augmenté le coût de l'urbanisation. Cette forme de croissance linéaire est en général nuisible à la planification territoriale. La ville de Colón, construite sur une péninsule et tout à fait entourée par la zone du canal, communique avec le reste du pays grâce à un corridor qui traverse cette zone. Puisque la croissance normale de ces deux villes a été gênée, des établissements isolés ont surgi de l'autre côté du canal. Dont Chorrera, Cativa, Sabanitas et Rio Alejandro. Pendant la construction du canal, des structures temporaires en bois ont été érigées. Ces structures, maintenant en très mauvais état, sont devenues permanentes en raison du grand besoin de logements bon marché. Cette situation a été aggravée par la migration de la population rurale vers les villes de Colón et de Panama. Avec le passage du temps, ces structures sont devenues de véritables taudis. Le problème du logement s'est encore aggravé par l'apparition d'un bon nombre d'établissements de squatters dans divers secteurs de la capitale. Ceux-ci représentent un obstacle à l'organisation et un lourd fardeau social et économique. Les efforts du gouvernement dans le domaine du logement pour les groupes à revenus peu élevés remontent à plus d'une trentaine d'années. En 1973, le gouvernement révolutionnaire a créé le ministère du Logement pour s'occuper de la coordination et de l'exécution d'une politique nationale de logement et de développement urbain. La même année, le gouvernement a voté 12 nouvelles lois ayant pour but de corriger des abus dans le domaine du logement et d'encourager la participation du secteur privé.
Simultanément, on a encouragé la participation populaire par un système d'épargne automatique et on a invité les communautés à participer au processus de planification. De plus, les règlements concernant les prêts ont été relâchés un peu, afin que les conditions relatives au paiement mensuel puissent convenir à la situation économique des gens. Le ministère du Logement a entrepris la construction de logements dans les régions rurales du pays. À la fin de 1974, on a complété le premier projet pilote, appelé El Brigadir. Ce projet a été une grande réussite. En 1975, la population de la région métropolitaine était d'à peu près 850 000 habitants. Ceci représente 51% de l'ensemble de la population urbaine du pays. En l'an 2000, on croit qu'il y aura dans cette région plus de 2 200 000 habitants, ce qui représentera 70% d'une population totale de 3 200 000 habitants. Dans la capitale même, on s'attend à une concentration d'à peu près 2 200 000 habitants. Le Panama est soumis à un processus d'urbanisation accéléré. En 1960, on a défini 21 régions urbaines, groupant 41% de l'ensemble de la population. Mais en 1970, il y avait 33 régions urbaines, groupant 48% de la population. Ceci représente une augmentation de la population urbaine du pays depuis le dernier recensement. Environ 70% de l'ensemble de la population urbaine du pays vit dans la région métropolitaine de Panama. Une analyse de la distribution de la population révèle des extrêmes de dispersion et de concentration. Ceci constitue un problème quant à la planification et l'aménagement du territoire. Pour cette raison, l'objectif national quant au développement régional est d'arriver à un équilibre socio-économique, afin de contrôler l'immigration vers la région métropolitaine et la capitale elle-même en particulier. Afin d'atteindre ce but, le gouvernement a établi des programmes pour le développement de chacune des 5 régions du pays. Le plan repose sur 5 politiques fondamentales de développement et sur 4 politiques supplémentaires. Les 5 politiques de base sont le développement intégré des régions rurales, l'appui pour les régions urbaines en croissance, l'organisation et le contrôle du développement de la région métropolitaine, le développement des régions spéciales et le compartimentage par région des programmes du gouvernement. Les 4 politiques de soutien sont l'administration locale et régionale,
l'encouragement de nouvelles installations industrielles, les systèmes régionaux de financement et la décentralisation du secteur public. Dans le but d'établir des normes pour l'organisation territoriale de la région métropolitaine, un groupe de techniciens panamiens et étrangers est maintenant en train d'évaluer 3 plans de développement. Le groupe se propose de formuler un nouveau programme qui utilisera les meilleurs éléments des 3 plans étudiés. Les 3 hypothèses de développement étudiées et évaluées par rapport à l'aménagement du territoire de la région métropolitaine sont les suivantes. La polarisation, la croissance dispersée, et la thèse des corridors océaniques. Le plan national pour le développement des années 1976-1980 va entrer en vigueur immédiatement et des politiques, programmes et projets vont en découler. Les investissements économiques du gouvernement vont tenter d'augmenter l'exportation des produits locaux. On a déjà lancé des programmes nationaux d'envergure pour le développement du pays. Parmi ceux-ci, la nationalisation de l'industrie de la banane, l'exportation du cuivre, des installations hydroélectriques afin de réduire les frais d'électricité, dont le barrage hydroélectrique de Baiano, qui est un des plus ambitieux projets du genre au pays. De nouvelles installations modernes de canne à sucre dans le but d'augmenter l'exportation. La modernisation des services portuaires et le développement de l'industrie des pêcheries. L'expansion des installations chimiques de raffinerie et la construction d'un pipeline traversant l'isthme. La construction d'une fabrique de ciment au service des projets de construction publique. La construction d'un aéroport international moderne à Tocumen. Et l'expansion du port franc maritime à Colón. De nouvelles routes viendront s'ajouter au réseau routier national, telle cette voie moderne entre Chorrera et Tocumen. Cette route est celle entre Colón et Panama, ainsi que l'extension de la grande route interaméricaine traversant la jungle de Darien, vont relier les continents de l'Amérique du Nord et du Sud. Le gouvernement du Panama favorise une politique de développement intégrée et décentralisée. Le climat politique du pays, dans le contexte d'un processus de transformation, permet non seulement d'entreprendre la tâche patriotique visant l'indépendance complète du pays et l'élimination de l'enclave coloniale.
Mais ils permettent aussi d'aller de l'avant avec des programmes pour le renouvellement urbain, et le développement intégré, qui tente à décentraliser la principale région métropolitaine du pays. Le gouvernement du Panama désire souligner l'urgence de négocier un traité avec les États-Unis, qui permettra au Panama de réaliser ses projets pour l'amélioration de l'habitat national. Les limitations artificielles imposées par la juridiction américaine dans la zone du canal, sous les termes du traité de 1903, constituent un obstacle sérieux quant à la formulation d'une politique de développement vraiment intégrée pour la région métropolitaine. Pour cette raison fondamentale, tout programme de développement est soumis aux démarches du gouvernement national. Et à ses efforts en vue d'obtenir un nouveau traité avec les États-Unis, qui enfin libérera la nation de cette enclave coloniale. Écoutons ce poème de Pablo Neruda, L'avenir d'un canal. El agua que pasa en ti como un cuchillo y separa el amor en dos mitades con un frío. ¿Dónde está la bandera de su patria? Está esperando. Y Panamá lo sabe. Y lo sabemos los americanos desde la Patagonia al Río Grande. Una sola bandera en el canal debe mover su pétalo fragante. No puede ser bandera de piratas, sino una rosa más de nuestra sangre. Y el puro pabellón de Panamá presidirá el camino de las naves.